Fais un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça, c'est marquant. Moi, je dirais à chacun de rire, de toujours aborder la vie de la façon la plus simple possible, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, parce que prendre les choses au sérieux, vous vous mettez dans des difficultés sans problème. Moi, je dirais, je fais de l'humour conscient. L'humour conscient, c'est dire, je ne fais pas rire juste pour faire rire, quoi, mais derrière chaque rire, derrière chaque mot, derrière chaque verre, derrière chaque vanne, il y a toujours un message. Pour ceux qui savent capter, pour ceux qui savent écouter, il y a ceux qui savent décrypter, il y a toujours un message caché derrière chaque chose qu'on fait. C'est compliqué parce que quand tu as une vie de famille et que tu dois bouger parfois, que tu dois parfois faire des nuits blanches à écrire, tu sais ce qui est compliqué avec l'artiste, c'est que l'artiste est quelqu'un qui est un peu déconnecté. Il ne vit pas les mêmes réalités que tout le monde. Tout de suite, quand tu as une situation peut-être un peu urgente, pour l'artiste, peut-être c'est rien, quoi, tu vois, c'est pas trop urgent, c'est pas... Donc parfois, cette déconnexion-là, ça peut être un peu en conflit avec l'intérêt des autres qui sont autour de toi. Tu sais, parfois tu peux avoir un rêve, tu vois, toi, c'est normal que quand c'est difficile, que tu doutes. Tu te dis non, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que moi aussi je suis assez fort pour faire ça? Parce que quand tu n'es pas encore, même pour 1% de t'approcher, de faire le premier pas, d'aller vers ton rêve, tu vois, c'est inaccessible, c'est quelque chose de tellement éloigné, tu te dis non, je ne peux pas le faire. Mais tu as besoin de quelques gars autour de toi qui croient tellement en toi, que toi-même tu te mets à croire, que toi-même tu te dis non, c'est possible. Si eux ils croient comme ça, c'est que c'est possible. Donc, moi j'ai eu la chance d'avoir ces personnes. Bonsoir tout le monde, ici Dios Alogène, promoteur 224. Aujourd'hui, nous avons notre invité du jour, l'international Rizal Gandhi. Et monsieur Rizal Gandhi, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonsoir à vous, téléspectateurs de Dios Alogène 224. Merci de nous suivre. Moi, je suis Rizal Gandhi, comme il a dit, l'humoriste international guinéen, et pour vous servir dans votre petit écran aujourd'hui. Merci, monsieur. Et la première question ici, on va commencer sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste? Moi, je dirais pas qu'est-ce qui m'a poussé, mais qu'est-ce qui m'a motivé à faire l'humour. C'est quelque chose de... Moi, je suis un gros lecteur et dans mes lectures, j'ai découvert une phrase qui m'a beaucoup marqué. On me dit fais un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça, c'est marquant. C'est bien. Je me suis dit, il faut que je fasse l'humour parce que l'humour, c'est passionnant. C'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un métier. C'est un modèle de vivre. Et quel a été votre moment marquant de votre carrière? Les moments marquants, tu sais, c'est facile de se souvenir de ce qui se passe bien parfois. Mais moi, mes moments les plus marquants, c'est quelques rares fois où on a eu des difficultés sur scène. Parce que tu arrives à gérer le stress, tu arrives à gérer le trac, tu arrives à gérer l'échec et à rebondir derrière après ça, à repartir sur scène avec une nouvelle confiance. Je pense que ce sont des choses qui ont forgé tout ce qu'on a eu à parcourir jusqu'à présent et ce sont des moments marquants. Quels sont les humoristes qui vous ont plus influencé? Mon influence en humour, c'est Dieudonné. Dieudonné Malambala. C'est-à-dire, il y a l'humour et puis il y a Dieudonné. Tu ne vas pas toucher un sujet que Dieudonné n'a pas touché ou à sa façon, il n'a pas brossé. Donc voilà, c'est une bibliothèque, c'est un dictionnaire et tout. Néanmoins aussi, on a des grands humoristes en Guinée, nos dévanciers qui ont fait des grandes choses et qui nous ont marqués, qui nous ont épaulés, qui nous ont bercés et qui nous ont aussi tendu la main, nous ont appris beaucoup de techniques, des scènes. Je parlais de Sobetro, des Eba Traoré, de Mamadou Tok. C'est des gens qui nous ont approchés, ils nous ont montré la voie. Donc voilà, ça reste toujours des modèles. C'est bien. En quelques mots, comment décrivez-vous votre style d'humour? Moi, je dirais je fais de l'humour conscient. L'humour conscient, c'est dire je ne fais pas rire juste pour faire rire, quoi, mais derrière chaque rire, derrière chaque mot, derrière chaque verre, derrière chaque vanne, il y a toujours un message. Pour ceux qui savent capter, pour ceux qui savent écouter, il y a ceux qui savent décrypter, il y a toujours un message caché derrière chaque chose qu'on fait. Avez-vous une routine ou un rituel avant de monter sur scène? La concentration, respiration profonde, et puis hop. Nous allons nous retourner sur votre tournée mondiale. Ouais. Et quel a été le pays ou la ville où vous avez eu la meilleure expérience pendant cette tournée? Moi, je veux dire, si je dirais une ville dans le monde où j'ai vraiment eu de l'expérience, même s'il faut compter la Guinée, moi je dirais, sans hésiter, peut-être c'est bizarre, mais moi, ma meilleure expérience unique hors Conakry, c'est vraiment Koundara. Mais franchement,
j'ai jamais aussi vécu une énergie aussi positive sur scène qu'à Koundara. Tu montes sur scène, tu as l'impression que les gens respirent tout ce que tu dis. Ils sont en contact direct avec toi et ils te suivent à la lettre, à la seconde. Et c'est tout un public qui connaît ton répertoire, qui savent ce que tu fais, qui sont à l'écoute, les yeux qui brillent. Et, tu vois, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel à Koundara. Y a-t-il des moments embarrassants ou drôles lors de vos performances à l'étranger? Oui, à l'étranger, ce qui est difficile parfois quand tu arrives, c'est qu'il faut t'adapter. Il faut t'adapter, c'est un style différent, c'est un public différent. Donc parfois, les sketchs que tu as préparés, tu sais pas ce que ça va donner parce que tu ne connais pas le niveau, le degré d'acceptation de l'humour qu'ils ont. Surtout si c'est par exemple dans Côte d'Ivoire, c'est un peu plus facile parce qu'on a pratiqué le pays. Mais quand tu pars au Sénégal, quand tu pars en France, en Belgique ou autre chose, c'est totalement différent parce que c'est un monde à part que tu découvres, un public à part. Donc certains moments où parfois, moi ce que j'ai eu, et je savais pas, je suis parti, on a un ami qui m'a invité dans un showcase comme ça à Paris. On est parti, c'est pas moi, je sais pas, ils ont l'habitude, même quand quelqu'un monte sur scène, tu vois, quelqu'un peut passer sur la scène, quelqu'un peut monter. Franchement, moi, j'ai pas l'habitude, tu vois. Ici, quand tu montes sur scène, tu vois, personne te dérange, tu es sur scène, tu vois, et quelqu'un vient, il me dit, il passe comme ça derrière, après, il repasse. Genre, moi, je joue et puis il veut prendre des renseignements avec moi. Il veut prendre des informations avec moi. Je dis, mais mon ami, ici c'est la scène. Ah, désolé, ok, bon, ok. Bon, quand tu finis, tu vois, donc ce sont ces petits moments embarrassants et tout. Et aussi certains moments où tu montes sur scène et ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Les meilleures vannes que tu as préparées, ça ne donne pas. Quand on voit la vanne et puis la personne ne répond pas, elle dit, toi-même dans ta tête, c'est-à-dire dans les répétitions, tu te dis non, la partie là, on doit applaudir. Et puis tu envoies la vanne, la salle est silencieuse. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont compris d'abord ce que j'ai dit? Donc parfois même, tu te surprends même à répéter la vanne même. Mais alors qu'ils ont bien compris, mais c'est juste qu'ils n'ont pas capté. Quand même. Donc tu vois, il y a tous ces petits moments embarrassants parfois qu'on vit sur scène et ça finit pas. Et comment adaptez-vous votre style d'humour aux différentes cultures que vous rencontrez? C'est la lecture. Moi, je lis beaucoup. Je me renseigne beaucoup sur les peuples, surtout quand je vais quelque part. J'essaie de lire sur eux, j'essaie de comprendre, de me renseigner beaucoup comment ça se passe. Et quand tu arrives, tu t'enfermes pas sur toi dans une bulle. Quand tu arrives, tu es en contact, tu te promènes, tu rencontres des gens, tu causes avec eux avant ta prestation, avant ta performance. Il faut que tu fasses le maximum de connaissances, tu t'imprègnes de la culture locale. Comme je le disais tout à l'heure, quand tu arrives, tu ne connais pas leurs besoins. Par exemple, quand tu arrives en Guinée, tout de suite, un humoriste international va venir en Guinée. Par exemple, nous, on a vécu un truc de bassin ici tout récemment. Ouais. Lui, il n'a pas ces infos-là. Donc, un humoriste guinéen, il a beaucoup plus de chances parce que lui, il connaît ce qui se passe dans le pays. Donc, il connaît les réalités. Il connaît les réalités du pays. Donc, ils ont leur tic, ils ont leur buzz, ils ont leur slogan, ils ont leur moment. Il y a toute une actualité autour de ta prestation. Donc, quand tu arrives, tu te mets à jour, tu sais de te renseigner, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment, c'est quoi les buzz, c'est quoi l'actualité dominante, c'est quoi les personnes, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en Guinée, quand par exemple tu pensionnes Matouré, tout le monde connaît. Ouais, quand même. Donc, c'est quoi ces gens de personnes chez vous? C'est quoi grimper chez vous? C'est qui l'équivalent de grimper? C'est qui Matouré? C'est qui, comment on appelle, l'équivalent de Takana chez vous? C'est qui l'équivalent de Singleton? En fait, tu essaies de te renseigner un peu pour connaître un peu l'actualité et t'imprégner des situations du pays. Donc, c'est comme ça qu'on prépare une prestation à l'étranger. Quelle a été la réaction la plus inattendue que vous avez reçue d'un public? Ouais, ça c'est une belle question. La réaction la plus inattendue, c'est des standing ovations. Quand tu finis de jouer, puis tout le monde se lève pour applaudir. Et je dis pas, mais on prend jamais l'habitude. Tu te rends pas compte, mais quand tu as passé des nuits blanches à écrire des choses sur une feuille de papier, sur une feuille de papier, sans savoir que ça peut prendre ou pas, si ça fait fonctionner ou pas, et que tu montes sur scène, tu joues ton sketch, et à la fin, tu vois les gens se lever, applaudir pendant des minutes, ça te donne les larmes aux yeux. C'est vraiment des grandes surprises de cette scène. Si vous avez découvert des spécifiques culminants intéressants pendant vos déplacements, c'est ça que je veux parler. Sûrement. Tu rencontres des différents styles d'humour, de différents humoristes. Tu rencontres des gens qui sont des styles que tu n'avais pas forcément connus, des styles d'écriture, une présence scénique que tu n'avais pas forcément côtoyé. Donc, il y a toujours une découverte.
C'est ce qui est même intéressant dans les rencontres artistiques culturelles parce que non seulement tu vas à la rencontre de la créativité, mais à la rencontre de sa culture, de sa façon d'être, de sa façon de transmettre son humour et son art. Et je pense que c'est toujours un échange de rencontrer d'autres artistes et d'échanger avec eux, de s'imprégner de leur culture et d'apprendre d'eux parce qu'on apprend toujours de tout le monde. Quand même. On apprend toujours, n'importe quel humoriste, n'importe quel artiste qu'on rencontre, moi j'apprends toujours de tout le monde. Là, nous allons revenir à des questions sur votre vie personnelle. Ouais. Et comment arrivez-vous à l'équilibrer, votre vie personnelle et votre carrière d'humoriste? C'est compliqué parce que quand tu as une vie de famille et que tu dois bouger parfois, que tu dois parfois faire des nuits blanches à écrire, tu sais ce qui est compliqué avec l'artiste, c'est que l'artiste est quelqu'un qui est un peu déconnecté. Il ne vit pas les mêmes réalités que tout le monde. Tout de suite, quand tu as une situation peut-être un peu urgente, pour l'artiste, peut-être c'est rien, quoi, tu vois, c'est pas trop urgent, c'est pas... Donc parfois, cette déconnexion-là, ça peut être un peu en conflit avec l'intérêt des autres qui sont autour de toi parce que eux, pour eux, ils voudraient que tu réagisses tout de suite à chaud à tout ce qui se passe et tout, mais pourtant, tu as un peu de recul, tu vois le monde un peu différemment. Donc, tout ça, ce sont des difficultés à gérer entre le monde du travail et ta vie personnelle. Mais avec un peu de tact et de compréhension aussi, surtout, de part et d'autre, entre toi et les autres, chacun de vous laisse un peu d'espace. Et je pense que on arrive à accumuler les deux sans autant amputer sur le terrain de l'autre. Qui sont vos proches qui vous soutiennent dans votre aventure? Ah ouais, j'ai beaucoup de gars, qui sont là et franchement, moi, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Tu sais, parfois tu peux avoir un rêve, tu vois, toi, c'est normal que quand c'est difficile, que tu doutes, tu te dis non, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que moi aussi je suis assez fort pour faire ça? Parce que quand tu n'es pas encore, même à 1% de t'approcher, de faire le premier pas, d'aller vers ton rêve, tu vois, c'est inaccessible, c'est quelque chose de tellement éloigné, tu te dis non, je ne peux pas le faire. Mais tu as besoin de quelques gars autour de toi qui croient tellement en toi, que toi-même tu te mets à croire, que toi-même tu te dis non, c'est possible. Si eux ils croient comme ça, c'est que c'est possible. Donc, moi j'ai eu la chance d'avoir ces personnes. Il y a Suleiman qui est là depuis le début et qui booste tout. Donc, c'est un moment d'être dit big up, big manager, et big respect et encore joyeux anniversaire. Et voilà, et tout le bonheur du monde est souhaité. Et il y a aussi la famille, les amis, et il y a aussi mon manager et Tijan qui est là. Il y a le général Bailo, il y a la binde, il y a toute la clique, tu vois, il y a tout le monde qui est là. Et aussi, il y a beaucoup d'amis qui soutiennent tout ce qu'on fait, et des frères et tout. Donc, je pense que, et aussi mon petit frère Malal, tu vois, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir des échanges très équilibrés sur la vie, beaucoup de choses, ça m'aide beaucoup émotionnellement. Parce que quand tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger de façon positive et tout, qui te donne des idées sur toutes tes petites difficultés, je pense que c'est un gros atout. Donc, j'ai vraiment la chance d'être entouré par des gens merveilleux, quoi. C'est bien. Et avez-vous pris des vacances après vos tournées? Si oui, et où vous êtes allé? Ah, moi, je suis jamais pris de vacances proprement dit, tiens, je prends mes vacances, je vais quelque part, non. Parfois, je peux profiter d'aller quelque part pour une semaine ou quelques jours, mais c'est pas pour moi. Parfois, même, je profite du boulot pour aller visiter certains endroits, mais je ne me lève pas pour le moment spécifiquement dire que je vais aller faire des vacances. Quelles sont vos passions en dehors d'humoriste? L'écriture, la lecture, la musique et surtout la pêche et l'astrophysique. J'aime beaucoup l'astrophysique, les étoiles, tout ce que vous connaissez et tout, et la lecture. Je suis un lecteur mordu et l'écriture, donc voilà. Là, nous allons revenir sur des questions sur l'avenir. Quels sont vos projets ou vos objectifs pour l'avenir? Pour l'avenir, des projets à court terme, j'aimerais... Et là, on travaille sur des projets de one-man show. On a 2 one-man show à faire, Inch'Allah, dans l'année. Et des projets de courts et longs métrages cinématographiques à venir en dehors de nos créations web qu'on fait parfois des mini-séries sur Internet et tout pour les plateformes digitales. Donc, le projet à court et long terme, je pense que c'est la création, que ce soit cinématographique, que ce soit en spectacle, que ce soit en web-série. Et si possible, dans vos projets, vous n'avez pas initié de créer une salle de spectacle où vous allez donner cours comme humoriste?
Ben oui, forcément, on voudrait transmettre. Parce que tout ce qu'on est en train d'accumuler comme expérience dans nos vécus, dans nos difficultés, dans nos échecs et dans nos réussites, c'est des choses qu'on aimerait transmettre. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui nous suivent, qui aimeraient faire comme nous et qui se disent est-ce que c'est possible, est-ce que c'est bon de le faire, est-ce que c'est pas. Peut-être s'ils ont les armes nécessaires pour le faire, peut-être qu'ils vont croire. Donc, je pense que la transmission, c'est toujours l'aboutissement, c'est toujours le couronnement de tout ce qu'on est en train de faire. Nous, on a eu la chance d'avoir reçu une formation, la transmission par les dévanciers, Sopedro, Zibal, Tok, les céréaliers qui étaient là, qui faisaient du stand-up, qui sont les pionniers du stand-up en Guinée. Donc, la transmission doit continuer forcément. Faire une salle de spectacle, peut-être, si les moyens le permettent, mais la transmission, forcément. Ok. Envisagez-vous de développer un nouveau spectacle ou un projet particulier? Ben oui, forcément, on a un spectacle qui a été annulé en septembre, un spectacle sur la drépanocytose. Vous savez, la maladie qui cause beaucoup de problèmes de santé à une grande partie de la population, surtout en Afrique. La maladie, aujourd'hui, elle est un peu négligée. Donc nous, on a décidé de faire un spectacle de sensibilisation, d'information sur la maladie et c'est aussi de mettre en contact des malades et des potentiels soutiens pour eux et tout, que ce soit en apport en médicaments ou en argent ou en don en prise en charge, et tout ce qu'on pourrait suivre. Donc ce spectacle-là, il nous tient à cœur, on compte le relancer. On a déjà entamé le processus. Et on a un autre one-man show aussi qui va se passer au courant de 2025. Donc, on a ces deux one-man shows qui sont préparés. Et voilà. Que souhaitez-vous accomplir dans votre carrière au cours des prochaines années? M'amuser le maximum sur scène, aussi longtemps que possible, et faire le maximum de spectacles que je veux, transmettre aussi longtemps que je peux, et faire de mon mieux pour pousser l'humour à ma façon, l'humour guinéen, le faire monter à mon niveau, à ma façon, au niveau international, comme je peux. Et si aussi à travers moi, deux ou trois personnes commencent l'humour ou quatre personnes arrivent à s'en sortir, ce serait déjà très pas mal. Et si on arrive à pousser la chose encore plus loin à l'international, professionnellement, je pense que moi, ce sera un aboutissement. Avez-vous des ambitions en dehors de la scène, comme écrire un livre ou du cinéma, ou faire du cinéma? Le cinéma, forcément. Et ça, c'était pour très bientôt même le cinéma, parce qu'on on a préparation pour des projets très, très futurs qui vont venir. Et l'écriture, ça c'est forcé. Forcément, j'ai des projets en écriture, des livres, parce que j'écris même avant la scène. J'écrivais avant la scène, j'écrivais tout ce qui me traversait la tête. Aujourd'hui, avec tout le bagage que j'ai écrit et tout, je pense qu'il y a moyen de tirer quelque chose de positif de ça et de véhiculer un message positif, parce que moi, j'écris beaucoup sur des choses peut-être voilà, d'éveil, de conscience, de tout. Je pense que l'écriture, ça sera aussi un couronnement de tout ce qu'on fait. Ça, c'est très bien. Là, forcément, nous allons revenir à des questions qui sont un peu amusantes. Là, on revient dans voilà, dans votre couloir. Si vous pourriez échanger des drôles avec n'importe quel humoriste pendant une journée, qui choisirez-vous et pourquoi? Dieudonné. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir un tête-à-tête. Tu vois, même ne serait-ce que pour quelques minutes. Parce que il a une philosophie de l'humour que j'arrive pas à comprendre, quoi, en fait. Il est hyper globaliste. Il comprend tout. Il voit les choses d'une façon tellement déconnectée que tu es bluffé. Donc, avoir une minute de conversation avec lui, ce serait vraiment génial. Et quelle est la blague qui vous revient le plus souvent dans vos one-man shows, dans vos shows? Quelle est la blague qui vous revient le plus? La blague, généralement, on ne répète pas assez les mêmes blagues. Parce que, par exemple, quand on écrit one man show, c'est 1h30, c'est plusieurs blagues. Et mais le plus souvent, j'improvise. J'adore improviser. Donc, là, parfois, quelques meilleures blagues qui sortent sur des spectacles, c'est parti sur des improvisations. Y a-t-il une ville où vous ne voudriez jamais retourner, même pour une blague? Moi, s'il y a une ville dans laquelle j'aimerais pas retourner, franchement, ce serait Paris. Parce que je sais pas, mais je vais kiffer la ville. Ils n'ont pas
Si tu arrives, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu Conakry, si tu arrives, par exemple, au rond-point Hamdallah, et que c'est là-bas que, par exemple, le train ou le métro s'arrête, par exemple, toi, tu dois aller jusqu'à peut-être Centre Moteur ou Bentawia, c'est soit tu prends un taxi à peut-être 40 ou 45 euros, soit tu marches. Tu vas marcher, tu achètes pas en fait, tu vas marcher jusqu'à ta tête va tourner. C'est pour cela que tous ceux qui quittent à Paris viennent ici là. Les gars là, ils marchent là-bas, ils n'ont pas de transport, ils marchent seulement. Carrément. Ils sont déjà habitués. Donc moi, la ville là, franchement, j'ai pas kiffé la ville. Ah, ok, c'est bien. Et quelle est la chose la plus étrange ou incroyable que vous avez signée après un spectacle? Signer. Je n'ai pas signé quelque chose après un spectacle. Je ne sais pas si c'est pas d'un contrat ou d'un autographe. Ou un truc, mais c'est pas signé. Je n'ai pas signé un truc. J'ai quand même fait des photos, des vidéos avec, avec des fans et tout, avec la famille, parce que moi j'appelle ça de la famille et tout. Mais signer, je vais signer quelque chose après un spectacle. Ok. Pour clôturer, si votre carrière d'humoriste ne fonctionnait pas, quel serait votre plan B? J'ai pas de plan B. Prévisible. J'ai pas de plan B. Si votre carrière d'humoriste ne fonctionne pas, vous n'avez pas un plan B. Pas de plan B. Donc le plan A va fonctionner. Moi je suis comme un viking. Quand j'arrive à conquérir, je détruis la barque, je ne retourne pas. Donc le plan A il doit fonctionner. Il n'y a pas de plan B. Quand tu as un plan B, c'est que le plan A il est risqué. Ça veut dire que tu penses qu'il ne va pas fonctionner. Mais il fonctionne, il va fonctionner. C'est bien. Pour clôturer cette émission, quel message avez-vous à passer à l'endroit de vos abonnés, à des personnes aussi pour la première fois qui arrivent à vous découvrir dans cette vidéo? Moi je dirais à chacun de rire, de toujours aborder la vie de la façon la plus simple possible, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, parce que prendre les choses au sérieux, vous vous mettez dans des difficultés sans problème. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, comme le grand passé le dit, riez, parce que le rire c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça vous permet d'avancer en toute sérénité. Donc, gardez toujours le sourire. Et merci de vous recevoir dans cette aventure. Ici, c'est Jossa, le jeune promoteur de 124, pour vous servir. Merci à vous.